Bonjour à tous, bonjour Chris, ou Ada, selon sous quel pseudo on te connaît, et bonjour à YouTube dans le futur. Aujourd'hui, on est là pour un interview de Chris Vuklicevic, aussi connu Vuklicevic ou Vuklicevic? Comme tu veux. D'accord. Aussi connu sous le nom d'Ada Vivalda, qui a commencé un peu sa carrière en fanfare, puisque tu as gagné le concours Folio des 20 ans pour la publication de ton premier roman. Et qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié. Puis en 2023, tu as publié Du thé pour les fantômes chez De Noël, à la collection Lune d'encre. Et cette année, tu reviens avec Porcelaine sous les ruines. Donc, trois romans, trois genres différents, euh, une belle expérience, j'espère. Ouais, 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 carrément. Et puis deux pseudos, comme tu le disais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture d'abord? Quel est ton rapport à l'écriture? Pourquoi tu écris? Vaste question. Je saurais pas dire ce qui m'a amené à l'écriture. J'imagine que c'est mes lectures, en fait, tout simplement. J'ai toujours écrit dès que j'ai su lire. Je me rappelle quand j'étais petite, le tout premier livre, entre guillemets, hein, que j'ai écrit ou conçu, c'était mes parents avaient chez eux, je sais pas si vous voyez, ce genre de catalogue de papier peint. Ça se Ah fait plus oui, trop. Une si. espèce d'énorme classeur avec plein d'échantillons de papier peint dedans. Et j'avais découpé dedans des formes que j'avais collées sur des pages pour faire un peu comme un album avec différentes textures. Vous savez, les trucs où on Ok. touche les mots. Pour ma petite sœur, en fait. Donc, je sais pas, j'avais peut-être 6 ans et elle 3 ou un truc comme ça. Et j'avais fait voilà, une petite histoire, un petit album que j'avais offert. Et je voulais absolument voir ma mère qui le lisait à ma sœur. J'avais en fait cette envie de voir déjà l'effet de ce que j'avais créé, de l'histoire que j'avais inventée sur une lectrice. Je me souviens pas du tout de quoi ça parlait, par contre. Donc voilà, d'où vient mon envie d'écrire? Franchement, je saurais pas dire. En tout cas, voilà, il y avait déjà cette envie, je pense, de faire comme les livres que moi je lisais, que moi j'aimais, et l'envie aussi d'être lu. Comme je disais, de voir ce que ça faisait aux gens de me lire. Voilà, alors pourquoi j'écris? Grande question, ça dépend des moments. Il y a des moments où tu sais pas toi-même, alors pourquoi je m'inflige ça? Euh, mais je pense que j'écris parce que j'ai des univers à explorer, des questions à creuser, et que c'est par la fiction que je les explore le mieux, je pense. Il y en a qui vont le faire peut-être par la philosophie, ou par la discussion, ou par la psychothérapie, ou que sais-je encore. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines zones de mon inconscient que j'ai besoin d'explorer à travers la fiction. Pas tant sur un mode thérapeutique que juste essayer de comprendre en fait certaines choses, certaines intuitions, certaines inspirations, de me dire pourquoi, par exemple, j'ai cette image qui me revient sans cesse. Qu'est-ce que mon inconscient est en train d'essayer de me dire? Quelle Ça, est l'histoire que je dois raconter? ça t'aide à mieux te comprendre aussi toi-même et le monde extérieur finalement. Ouais, je pense. Et ça m'amène à une autre question, c'est pourquoi tu places tes histoires dans des mondes imaginaires? Parce que t'aurais pu les placer dans le monde contemporain ou dans un monde qui est très très proche du nôtre. Hmm. Alors avec Du thé pour les fantômes, je l'ai placé dans notre monde, Oui. mais avec un côté quand même surnaturel qui vient, puisque ça se passe à Nice, sur la Côte d'Azur, donc dans un univers très contemporain finalement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, en tout cas, une dose d'imaginaire qui vient là-dedans. Et ça, c'est pareil, c'est pas vraiment un choix. Je me suis pas dit un jour, tiens, allez, je vais écrire de la fantaisie parce que j'ai choisi. C'est ce que j'ai beaucoup lu. J'ai grandi, voilà, avec les contes beaucoup. C'est quelque chose qui imprègne très très fort mon imaginaire. Et donc, je pense que tout simplement, comme c'est de ça que j'ai été nourrie, c'est ce qui ressort. Donc c'est de là que vient le côté imaginaire. Après, je trouve que mettre de l'imaginaire, même dans un monde réel ou dans une histoire plus contemporaine, je pense que ça me vient souvent parce que ça aide justement à creuser les thématiques dont je parlais en mode métaphore un peu. Tu vois, par exemple avec les fantômes, euh, peut-être qu'on en reparlera plus tard de l'inspiration, mais au-delà du côté c'est marrant, il y a des fantômes, c'est surnaturel, ça permet de parler de l'héritage, de ce qui continue à nous hanter même une fois que les gens sont partis, etc. Et je trouve que voilà, se faire ce petit pas de côté en rajoutant un peu de fantastique dans le réel, ça permet souvent d'élargir les thématiques. Oui, je vois.
Enfin, moi, c'est vrai que après, comme tu dis, quand on lit beaucoup d'imaginaire, bah forcément, c'est nos références, donc naturellement, on va, je pense, j'arrive plus à parler, se pencher vers l'imaginaire. Euh, et du coup, enfin, tu as écrit 3 histoires, trois genres, plus ou moins différents, mais est-ce qu'il y a un genre que tu as préféré explorer? Hmm. Euh, c'est dur à dire parce qu'à chaque fois, si je change de genre, c'est parce que je sens que c'est ce dont l'histoire a besoin et que c'est ce dont peut-être j'ai besoin à ce moment-là. Donc ça correspond à chaque fois à vraiment une vraie envie, un vrai besoin. Donc c'est dur a posteriori de me dire j'ai préféré ça ou ça. Euh, je sais pas. J'ai adoré écrire voilà le réalisme magique un peu du thé pour les fantômes. Parce que j'aime beaucoup, je sais pas, ça me parle en fait cette juxtaposition de choses très banales et du merveilleux. Je trouve que ça crée des étincelles. Je trouve ça très chouette à explorer aussi. Je trouve que ça amène forcément quelque chose, même sur le côté stylistique, sur le côté esthétique et tout. Après, Porcelaine sous les ruines, voilà, c'est une romantaisie et je me suis éclatée à aller voir les codes un peu de la romance. C'est encore tout autre chose. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus codé. Donc, c'était intéressant d'aller voir voilà, quel code respecter, quelles étapes il fallait surtout pas rater pour que ça soit crédible, pour que ça soit plaisant, et en même temps comment essayer de déjouer, de détourner un petit peu les codes pour alors renouveler, c'est un bien grand mot, mais pour en tout cas pas faire exactement tout ce qui a été fait 15 millions de fois. Donc non, à chaque fois, c'est une exploration et un plaisir un peu différent dans chaque genre. Chaque genre apporte quelque chose, du coup, à ton expérience d'écriture, finalement. Ouais, aussi, c'est vrai, totalement. C'est plus ou moins structuré. Après, ben, on grandit aussi au fur et à mesure des romans, donc je suis pas la même que quand j'ai écrit mon premier roman. Au début, je me faisais pas du tout confiance. Forcément, je pense qu'on c'est le premier roman qu'on n'en a jamais terminé un. Est-ce que je suis même capable d'aller au bout? Donc j'avais ce côté hyper scolaire où pareil, je sais pas si on en reviendra là-dessus après sur l'écriture de chaque roman, mais j'ai vraiment suivi une méthode pas à pas, ce qui m'a complètement On va y revenir enfermée. pour le... Voilà. Interminable en tout cas. Et voilà, dans les romans d'après, j'ai réussi à plus trouver, je pense, une méthode qui me convient bien. Euh, ah, juste avant, du coup, de parler, enfin, même si on parle déjà des romans, je vais faire une petite aparté euh, sur tes inspirations, aussi bien le livre, mais ça peut venir du cinéma. Je sais pas si joues aux jeux de rôle, aux jeux vidéo. Euh, quelles, quelles sont tes inspirations et pour la lecture, en quoi ton expérience de lectrice, elle influence ton écriture? Là, c'est pareil. Je pense qu'il y a des phases en termes d'inspiration, des phases où j'ai des envies de lecture ou des œuvres que j'admire, et donc forcément, ça va se retrouver sur chaque roman. Donc, je pourrais pas citer des choses, comment dire, un peu générales, même si j'ai mes auteurs fétiches et tout. Mais on va dire que sur mon premier roman, Dernier jour d'un monde oublié, c'est de la dark fantasy avec des pirates, des sorcières et tout sur une île. C'est très très dur, très sombre, assez trash. Et mon inspiration principale, c'était Game of Thrones, tout simplement, avec des points de vue multiples, avec des personnages très gris, des luttes de pouvoir, des moves un peu mesquins de la part des personnages et tout. Donc c'était un peu ça mon inspiration principale. Après, sur Du thé pour les fantômes, c'était complètement différent. J'ai plus puisé pour le coup dans de la littérature générale. Par exemple, Le cœur cousu de Carole Martinez, qui est qui a eu, je crois, le concours des lycéens en je sais plus quelle année, mais qui est aussi du réalisme magique. Dans J'ai lu à ce moment-là, par exemple, Céline, Voyage au bout de la nuit, que j'avais jamais lu. Et en termes de style et d'oralité, ça m'a un peu mis une claque, en fait, de voir ce qui était tout simplement possible de faire. Il a une radicalité dans l'oralité qui est assez impressionnante. Donc ça m'a un peu décomplexée, en fait, parce que j'essaie une narration très orale dans Lutter pour les fantômes. Et je luttais un peu sur jusqu'où la mener. Bah, c'est des trucs tout bêtes, mais est-ce que j'enlève toutes les négations? Est-ce que ça va être trop lourd finalement? À force d'essayer d'alléger en faisant de la oralité, est-ce que ça finit pas par faire un style un peu lourd à l'écrit? Voilà. Donc ça m'a inspirée.
Il y avait aussi Novecento Pianiste d'Alessandro Barrico que j'ai relu à ce moment-là et qui est extraordinaire. Je le redis souvent, mais vraiment, si vous connaissez pas ce livre, allez le lire. C'est un tout petit bouquin, ça se lit en 1 heure. C'est à la base une pièce de théâtre, donc c'est un long monologue. Et c'est hilarant, c'est magnifique, c'est d'une poésie incroyable. C'est à la fin, si vous pleurez pas, c'est que vous n'avez pas de cœur. C'est vraiment, il y a d'une densité, d'une intensité d'émotion en quelques pages qui est extraordinaire. Et c'est très oral. C'est quelqu'un qui vous raconte l'histoire. Euh, et comme voilà, dans mon roman, c'était aussi ce que je voulais faire, ça m'a beaucoup inspirée. Sur le côté aussi poétique, puisque je me suis rendu compte à un moment que j'avais besoin que mes personnages expriment leurs émotions par un autre biais que la prose et que le dialogue. Et je me suis mise à écrire en vers libre. Donc il y a plusieurs passages dans Du thé pour les fantômes qui sont en Oui. vers libre. Et voilà, ma référence un peu voilà, au panthéon pour la poésie, c'est Louis Aragon, que j'ai lu, relu, relu depuis mon adolescence. Et puis pour Porcelaine sous les ruines, c'est encore complètement autre chose. Peut-être qu'on reparlera de comment est venue l'idée et tout, mais en gros, inspiration principale, Bridgerton. Et, et puis un peu voilà, du Downton Abbey, La vie invisible d'Adi Larue aussi. Donc voilà, pour chaque roman, il y a eu des inspirations différentes. C'est vrai qu'après, j'ai pas parlé effectivement d'autre chose que les livres, alors qu'il y en a plein forcément. Mais c'est plus dur pour moi de les identifier parce que en termes de quantité, il y en a tellement que ça finit par se mélanger et c'est Oui. plus dur d'identifier un truc euh, dans Du thé pour les fantômes. Alors pour le coup, c'est pas du tout l'ambiance du roman, mais malgré tout, Luigi's Mansion 3, un jeu vidéo. J'adore ce jeu, ça fait partie des rares jeux que j'ai fini plusieurs fois. Il y a une espèce d'ambiance dans un grand manoir avec des fantômes, c'est tout mignon. Enfin, j'aimais bien, je pense juste le côté à la fois manoir hanté, fantôme, mais en même temps ça fait pas peur. C'est un peu ce qu'on a dans Du thé pour les fantômes. Non, Voilà. mais c'est hyper intéressant et puis enfin c'est sûr qu'on peut pas déjà on peut pas se souvenir de toutes les références à moins qu'on soit comme des chercheurs et qu'on note à chaque fois qu'on a une idée, on se dit ah c'est de tel film ou de telle chose et qu'on va faire les sources. Mais Et oui, puis il y a des choses qui remontent à tellement loin. En fait, il y a des choses que quand les gens m'ont lu, ils m'ont dit ah ça me fait penser à telle œuvre. Et je me suis dit mais oui, mais évidemment c'est un truc que j'ai lu quand j'étais petite. Enfin, j'y avais même pas pensé, mais ça a tellement sédimenté en moi que c'est ressorti tout seul. Bah tu vois sur Du thé pour les fantômes. Euh, dès le début, je parle de Blanche-Neige avec oui, la vieille sorcière. Ça, c'est une image qui est ancrée en moi et qu'on retrouve un peu dans tous mes romans, l'espèce de la vieille figure de sorcière avec son gros nez et tout. La sorcière de Blanche-Neige, quoi, ou la sorcière de la rue Mouffetard dans Les Contes de la rue Brocante. Je regarde des dessins animés quand j'étais petite. Ça, c'est des trucs, vraiment des images très très fortes qui reviennent dans mes différents romans. Ou bien quelqu'un m'a dit, tiens, dans Du thé pour les fantômes, je vois un petit peu La petite fadette de George Sand. Et j'avais mais oublié ce livre, alors qu'en fait, j'avais l'album quand j'étais petite, ma mère me les lisait. Enfin, ça m'a fait une espèce de shoot. Ou alors, on m'a dit, voilà, ça me fait penser au désert des Tartares. Et pareil, genre, c'est un roman italien. J'avais oublié son existence, mais je l'ai forcément lu puisque j'ai fait 15 ans d'italien à l'école. Donc voilà, c'est des choses aussi comme ça où les inspirations, c'est toujours dur, je trouve, de répondre parce que voilà, comme tu dis, on les note pas forcément parce qu'on n'est pas des chercheurs. Et c'est les autres souvent qui me rappellent quelles sont mes inspirations, qui trouvent les influences en fait dans le roman. oui, et puis elles se construisent. Enfin, il y a les inspirations du moment et puis il y a celles qui se sont construites tout au long de ta vie, donc tu peux forcément, t'es obligé d'en oublier. Tu peux pas tout te souvenir. C'est ça. C'est peut-être pour ça que je parlerai plus d'influence que d'inspiration. J'ai l'impression que mes inspirations, voilà, c'est très conscient, très clair. Ben, typiquement, j'adore Game of Thrones, j'adore les points du multiple, etc. Je le reproduis dans mon livre. Les influences, c'est beaucoup plus intangible. Mm. Euh, donc, si on revient, enfin, on était toujours dessus, mais plus précisément sur tes romans, sur ta façon d'écrire, tu as publié 3 romans avec un rythme d'écriture de plus en plus court. Oui. Est-ce que, est-ce que le troisième était plus facile à écrire? Et d'un autre côté, vu que c'était un genre, il me semble que tu connaissais très peu. euh, Enfin, est-ce qu'à chaque fois ça a été un défi? Comment tu t'es lancé dans l'écriture à chaque, enfin, peut-être pas pour le premier, mais au moins pour les 2 suivants? Est-ce que tu as eu des facilités ou au contraire des difficultés? Enfin,
Alors, on ne dirait pas comme ça, effectivement, en voyant les dates de parution, mais je suis une écrivaine très lente, vraiment très, 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 très lente. Je pense que je suis, de tous les écrivains que je connais et que je côtoie, je pense que je suis la plus lente, vraiment. Mon premier roman, j'ai mis en tout, entre la première idée et l'envoi du manuscrit, genre 10 ans à l'écrire. Bon, après, c'est le premier, c'est normal. Le deuxième, en fait, pareil, entre la première idée et l'envoi du manuscrit, je pense qu'il y a eu bien 3 ans et demi, dont plusieurs mois à ne faire que ça à plein temps. Pardon. Donc en fait, j'avais déjà commencé à l'écrire avant que mon premier roman soit publié. Et pour le dernier, c'était un peu particulier, puisque là, je peux peut-être raconter comment ça s'est passé. En fait, donc c'est le même éditeur qui a publié mes 2 premiers romans, même si c'est dans 2 maisons différentes, puisque donc c'est la même personne qui gère Folio SF et la collection Lune d'encre de Noël. Et on lui a demandé de créer, donc au sein du groupe Gallimard, puisque tout ça fait partie de Gallimard, un nouveau label, une nouvelle maison, Olympe, collection de romantaisie. Et à ce moment-là, il est venu me voir en me disant, voilà, je lance ça, je vais faire des achats à l'étranger, faire de la traduction, mais est-ce que ça te dirait d'écrire dedans? Et à ce moment-là, j'avais 2 idées de romans un peu en parallèle. J'avais une idée de fantasy, donc je savais pas trop quoi faire, enfin vraiment c'était très vague comme idée. Et j'avais envie d'écrire une fanfiction de Bridgerton en anonyme sur Wattpad pour m'éclater, parce que tu sais, pour les fantômes, c'était très exigeant comme écriture. Je me suis dit, je vais faire un truc vraiment fun où je me prendrais pas la tête. Et bien avec ça, et je me dis, romantaisie, j'ai une idée de romance, j'ai une idée de fantasy. Je vais les mélanger et ça fera une romantaisie et ça sera très bien. Mais du coup, il y avait un délai qui était beaucoup plus court et arrêté. En fait, il y avait un délai tout simplement. Alors que sur les précédents, j'avais pas de délai, j'étais complètement libre. Et je pense que je marche mieux au délai, en fait. Avoir une deadline, ça m'aide à m'y mettre. Et dans l'urgence, en fait, finalement, je travaille mieux. Et d'ailleurs, je trouve souvent que la fin de mes romans est meilleure que le début parce que je l'écris beaucoup plus vite. Parce qu'il y a la deadline qui approche. Ça, c'est autre chose. Et du coup, voilà, j'avais en gros, je l'ai écrit en 8 mois. Alors, entre la première idée et le rendu du manuscrit, encore une fois, il s'est plutôt passé 1 an et demi. Mais vraiment, entre poser pour le coup les premiers mots, le premier jet et tout, et le rendu du manuscrit, 8 mois. Ça a été très, très, très intense. Ça a été très épuisant, mais j'ai réussi à le faire. Et c'était le roman le plus rapide que j'ai jamais écrit. Et c'était une très bonne expérience parce que, ouais, justement, ça m'a montré que j'avais pas besoin d'être lente pour arriver à faire quelque chose qui tienne la route. Et ça m'a forcé, en fait, tout simplement à pas ressasser toujours les mêmes questions, à pas m'arrêter trop longtemps sur des trucs. Ça m'a obligée, voilà, à y aller, quoi, tout simplement. Donc tu préfères avoir moins de temps finalement. Ça dépend des projets aussi, tu vois. Je pense que Oui. du thé pour les fantômes, il m'a demandé tellement d'aller creuser dans mon inconscient et il a fallu, en fait, que mon cerveau laisse les thématiques émerger petit à petit pour arriver à ce niveau quand même de profondeur, de complexité thématique et tout. Je pense pas qu'en 8 mois, si j'avais forcé la sortie de moi-même de ce texte, je pense qu'il serait resté un peu plus superficiel. Genre Porcelaine sous les ruines, c'était beaucoup moins intime dans un sens. Même si j'ai mis beaucoup de moi dedans, j'ai mis mes inspirations, mes influences, j'ai mis plein de choses que j'aime, c'est vraiment moi, mais c'est beaucoup moins... ouais, je suis moins allée chercher dans mon subconscient des trucs un peu deep, quoi. Donc j'avais moins besoin de ce temps-là de repos du texte. Euh, et dernière question en général, après on va parler. J'ai pas trop de questions sur le dernier jour d'un monde oublié comme je n'ai pas eu le temps de le lire. Est-ce que il y a des points d'univers de world building, de construction que tu préfères développer? Est-ce que tu développes un peu ton world building quand tu écris, ou est-ce que tu t'arrêtes à l'histoire entre guillemets? Je suis pas une grosse constructrice d'univers. Je suis pas du genre à avoir une bible d'univers épaisse comme ça et en fait à n'en mettre que la pointe émergée de l'iceberg dans le livre. Pas du tout. Selon les bons principes de notre maître Troubi, je construis l'univers vraiment en relation avec le reste. C'est-à-dire que je commence pas par je construis mon univers et ensuite dedans je mets une histoire. Je construis l'univers en fonction de ce qu'il a besoin d'être en fait par rapport au personnage, par exemple. Si le personnage, son problème principal, je dis n'importe quoi, c'est que il a peur de tout.
et que son évolution narrative, c'est qu'il faut qu'il ait plus peur, et bah, forcément, pour le faire évoluer, j'ai besoin d'un univers qui va le mettre dans des situations où il va devoir affronter ses peurs. Et donc, je construis l'univers en fonction de ça. Pareil pour les personnages secondaires, leurs problématiques vont devoir être des échos à celles du personnage principal. Donc, l'univers, il est là en tant que fonction narrative, en fait. Il n'est pas juste là pour le décor. Et donc, voilà, c'est vrai que finalement, il s'arrête aux limites de l'histoire, même s'il y a plein de petits détails qui font que ça fait. L'idée, c'est pas que ça fasse décor. Oui. L'idée, c'est que ce décor qui donne une impression de profondeur et d'infini et qui dépasse largement les pages. Mais en fait, derrière moi, c'est pas le cas. C'est dans la tête du lecteur, en fait, que ça existe. Donc, des points de world building que j'aime bien construire, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi comme ça. Tu vois, par exemple, je vais pas construire des systèmes de magie hyper complexes ou quoi. J'aime bien plutôt plein de petits détails. J'aime bien construire ça par touche, un peu comme un espèce de tableau impressionniste. Tu vois, par exemple, Le Dernier jour d'un monde oublié, c'est un roman très très court, en poche, il fait à peine 300 et quelques pages, alors qu'il y a tout un univers dedans. Et en fait, la manière dont j'ai présenté le world building, c'est qu'entre chaque chapitre, il y a des documents. Ça m'a été directement inspiré par Robin Hobb et ce qu'elle fait dans l'Assassin Royal avec des extraits de documents historiques à chaque fois. Sauf que elle, c'est que du texte, des archives. Et moi, j'ai fait des espèces de documents graphiques. Donc, ça reste de la typo, hein, c'est pas des images dans le livre, je veux dire. Mais c'est par exemple une facture, un texte de loi, une pub, une comptine, et qui vont venir donner comme ça des aperçus, des flashs de l'univers, qui servent toujours, normalement, chaque document sert un petit peu dans le chapitre d'après. Mais voilà, ça permettait de donner un aperçu de cet univers de manière un peu sans avoir à faire de l'infodump, de il se déroule comme ça, gna. Et puis dans Du thé pour les fantômes, c'est encore différent parce que encore une fois, ça se passe dans notre monde avec juste des touches de surnaturel. Et donc c'est vraiment de la, comment on appelle ça, de la low, c'est pas de la low fantasy, mais en gros c'est un univers. Magique. Oui, c'est du réalisme magique, mais tu sais, dans les world building, dans les trucs de magie, il y a en gros, hard et soft. C'est pas du tout un hard system of magic, genre avec plein de règles, c'est très soft. Mais j'ai beaucoup aimé imaginer les théières qui prennent vie, l'été, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre au quotidien des personnages. Et ouais, voilà, c'est plus ce genre de choses-là que j'aime construire. C'est hyper intéressant. Et puis de toute façon, c'est les détails qui aident à l'immersion du lecteur. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel. J'ai dit que j'allais pas revenir sur le dernier jour d'un monde oublié, mais si, parce que j'avais une question sur les méthodes d'écriture. Et je crois que tu as un lien assez particulier avec les méthodes d'écriture. Et je crois que Dernier jour d'un monde oublié est un bon exemple de ce lien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était mon premier roman, donc j'étais un peu... En fait, j'ai passé des années à réécrire les 40 premières pages parce que je savais pas du tout où j'allais, que j'étais un peu paralysée par la peur de mal faire, par le perfectionnisme, par la peur d'écrire quelque chose de nul. Et au bout d'un moment, je me suis dit, au bout de quelques années, allez, alors ça suffit, tu vas au moins finir un roman, tu vas prendre une méthode, tu vas la suivre, et voilà, ce sera plié. Avec mon syndrome de la bonne élève, qui avait besoin de s'appuyer sur une méthode testée, approuvée. Je me suis dit, si lui, il sait, s'il a déjà fait plein de scénarios et que ça fonctionne, si je fais la même chose que lui, ça va fonctionner. Un peu bête et méchant, quoi. Et donc voilà, j'ai pris l'anatomie du scénario de Troubi, qui est une méthode très, 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 très exhaustive pour construire un scénario. Et je l'ai suivi. Sauf que j'avais 3 points de vue, donc je l'ai suivi une première fois en entier pour mon premier personnage, une deuxième fois en entier pour mon deuxième, pour mon troisième, et une quatrième fois pour retisser le tout ensemble et que ça fasse un récit cohérent. Autant te dire qu'à la fin, je ne pouvais plus voir ce scénario, je ne pouvais plus voir Troubi, et surtout que c'est même pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions d'étapes dans son truc, mais en fait, si tu suis tout à la lettre, ça fait un monstre, quoi. L'idée, je pense que c'est quand même de sélectionner un peu les choses qui s'appliquent à ton récit. Sauf que moi, voilà, j'étais là, il faut absolument que ça tienne la route. J'avais des tableaux dans tous les sens, des trucs incompréhensibles. Et évidemment, lors de l'écriture du premier jet, tout ça a explosé en plein vol, puisque quand on prévoit les choses de manière trop, trop, trop stricte,
Et ben voilà, dès qu'on passe à l'écriture, qui est une espèce de matière vivante, et ben voilà, ça explose un peu les cadres. Et donc voilà, ça, en tout, j'ai mis 2 ans entre écrire le scénario et écrire le premier jet. Ensuite, je l'ai laissé reposer pendant 1 an et puis ensuite encore 6 mois de réécriture. Et voilà, donc c'était très, 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 très pénible. Vraiment, à la fin, je ne pouvais plus voir ce texte. Il me sortait par les yeux. Et en fait, c'était pas du tout la bonne méthode. C'est-à-dire que c'était très bien parce que ça m'a permis d'arriver au bout. Sur un premier roman, de me dire, je suis capable de le faire, je suis capable d'arriver à la fin, de poser le point final. Mais c'est pas fait pour ça, en fait. Et d'autant plus qu'en fait, je me rends compte de plus en plus que je suis pas si architecte que ça. Je suis plutôt jardinière. Et maintenant, j'utilise Troubi, mais plus en phase de réécriture, a posteriori. Et après aussi, j'ai intégré pas mal de concepts et de structures qui sont très utiles pour construire une histoire, malgré tout. Mais sans être dans l'espèce d'obsession du détail. Est-ce que j'ai bien fait l'étape 21 sur 22? Et ouais, ça m'aide par contre quand je sens que j'ai un truc un peu bancal ou quand je sais plus trop où aller, ça m'aide toujours quand même de reprendre ces 7 grandes étapes et de me dire est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu essentiel que j'ai raté? Est-ce que si tel personnage secondaire, je sens qu'il sert à rien, est-ce que c'est pas parce que justement il n'a pas une problématique qui est détachée de celle du personnage principal? Voilà, je trouve qu'il a quand même des guidelines comme ça qui sont utiles en tant que question à poser à son texte quand on sent que voilà, qu'il va pas trop là où on voudrait qu'il aille, sans le prendre à la lettre comme un manuel. D'accord. Je te propose de passer du thé pour les fantômes. Donc c'est du réalisme magique, effectivement on est dans notre monde, enfin avec quelques écarts près. Euh, Moi, il y a la, la première question que je me suis posée un peu en lisant le récit, c'est comment t'es venue à l'idée ce système de passage? Donc dans Du thé pour les fantômes, on suit Félicité et Agonie, ou Egonia, deux sœurs jumelles qui sont l'opposé l'une de l'autre, aussi bien physiquement que euh, par leur capacité en quelque sorte. Et Félicité est passeuse de fantômes. Et donc les fantômes qu'elle fait passer dans l'autre monde, ce sont les fantômes qui n'ont pas réussi à finir leur phrase de leur vivant. Pourquoi? Franchement, j'en sais rien. Je sais même plus. En fait, j'ai eu l'idée du roman en lisant le poème qui est en exergue du livre, un poème d'un poète brésilien qui s'appelle Mario Quintana, et le dernier vers, c'est « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et j'ai tout de suite eu l'image de Félicité qui était en train, en tout cas d'une personne comme ça, qui était en train de servir le thé aux fantômes. Donc il y avait déjà dès le début cette histoire de quelqu'un qui était en contact avec les fantômes. Après, passeuse, je pense que peut-être que dans mes tout premiers, mes premières ébauches, je pense que j'étais un peu sur un chasseur de fantômes. Mmh. Je me suis dit après non, c'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter. Et entre le mot chasseur et passeur, il y a une proximité sonore voilà qui s'est faite. Et d'ailleurs, elle le dit dans le roman à un moment. Vous êtes chasseuse de fantômes, mais non, enfin, il y a un fantôme qui répond on n'est pas des faisans. Et donc, non, je suis pas chasseuse, je suis passeuse de fantômes. Mais honnêtement, comment la transition de chasseur à passeur s'est faite, je saurais plus te dire. Mais en tout cas, ouais, cette relation avec le monde des esprits, elle était là dès le début. Et le lieu, alors on est à Nice, mais pas que. Comment tu choisis les lieux de tes romans? Enfin, je pense aussi à Porcelaine sous les ruines en même temps. Il me semble que tu as fait un voyage carrément qui t'a inspiré autour de l'Irlande du coup. Comment tu choisis tout ça? Alors pour Porcelaine sous les ruines, c'était beaucoup plus direct et conscient. J'avais 8 mois pour écrire un livre. J'étais en Irlande pendant un mois, donc ça se passait en Irlande. Je me suis dit, ok, t'as pas beaucoup de temps, donc prends ce que t'as autour de toi et vas-y, nourris-toi de tout ce que t'as sous les yeux pour pas justement avoir à tout inventer. Ben, regarde ce qu'il y a autour de toi, prends les pubs, prends la musique irlandaise, prends les paysages, prends la pluie, prends tout. Donc ça, c'était beaucoup plus simple. Pour Du thé pour les fantômes, c'était au tout début, pareil, dans mes toutes premières ébauches, ça se passait à Paris, parce que c'est là que j'habitais à l'époque. Et puis,
Il me semble même que dans mes toutes premières idées, c'était un chasseur ou un passeur de fantômes, un nom. Et je me dis, franchement, un chasseur de fantômes à Paris, je sais pas, ça me semble un peu cliché, vu et revu. Je sais pas, ça me parlait pas plus que ça. Et donc, je me suis dit, bah, comment on peut décaler un petit peu cette image-là pour la rapprocher de ce qui, moi, me parlait et me plaisait. Et je me suis dit, déjà, tiens, est-ce que si ton chasseur ou passeur de fantômes, c'est une femme, est-ce que ça change quelque chose? Et tout de suite, j'ai trouvé que l'image était un peu plus, je sais pas, elle me parlait plus, elle me semblait moins archétypale, en tout cas. Parce que j'avais vraiment cette idée, voilà, un espèce de détective, un peu à l'ancienne avec un haut de forme et tout. Et donc, c'est une tenue qu'on met sur un homme, mais d'un coup, quand je l'ai mise sur une femme, ça a changé un petit peu voilà, l'image d'Épinal. Et puis sur le lieu, euh, je pense que c'est. Bah, je viens d'Antibes, de Nice, j'ai grandi là-bas. Euh, et je pense qu'à un moment, bah, quand j'ai dû y redescendre pour voir ma famille et m'y balader, j'ai dû me dire, mais en fait, c'est ces paysages-là qui sont ancrés au plus profond de moi. C'est cette ville-là où j'ai vécu les choses les plus intenses de ma vie. C'est cette architecture-là qui fait partie de moi, quoi. Et donc, si je décale mon histoire ici, pareil, qu'est-ce que ça change? Et tout de suite, l'histoire, elle a pris d'autres couleurs parce qu'elle était moins dans un cadre un petit peu pré-poli par des centaines d'années de récits, de romans et tout. Un peu plus neuf, en tout cas, là, pour moi. Et puis en plus, une histoire de fantôme à Nice, ça crée une espèce de petit choc, quoi, de petit paradoxe qu'on s'attend pas. L'histoire de fantôme, normalement, c'est en Angleterre, c'est voilà, ou à Paris. Mm. Mais sur la Côte d'Azur, c'est pas ce à quoi on s'attend. Et puis en plus, au moment où j'ai décalé l'histoire, donc dans ces lieux de mon enfance, de ma jeunesse, on va dire, et ben ça a donné aussi à tout le reste de l'histoire un espèce de déclic. Ça a un peu ouvert les vannes pour justement, comme je disais, remonter moi dans mon expérience, dans mon passé, et puiser vraiment beaucoup plus, comme si d'un coup mon inconscient il attendait que ça pour me dire c'est bon, je suis là, je vais te donner maintenant toute l'histoire que tu dois raconter. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Et après, c'est vrai que tu disais ça se passe pas que à Nice. Oui. Euh, Il y a effectivement un petit écart à un moment. Alors, on va aussi dans la vallée de la Vésubie, on va dans la vallée des Merveilles qui est au-dessus de Nice, qui est une vallée qui existe vraiment, hein, la vallée des Merveilles, qui est un énorme parc national protégé où il n'y a aucune habitation ni rien, qui est un endroit où on trouve notamment des milliers de gravures qui sont extrêmement anciennes, dont on ne sait même pas exactement qui les a gravées là, qui représentent des sorciers, qui représentent des spirales et tout. Donc il y a vraiment déjà un contexte propice à l'émergence de récits, de magie et tout. C'est un lieu en plus où il y a énormément d'orages, de tempêtes, mais très soudaines. Même les noms des lieux. Il y a je les ai pas inventés, hein, pas tous en tout cas, dans le roman, par exemple, le Val de la Masque. La Masque, c'est la sorcière en provençal. Voilà, il y a vraiment ce folklore-là qui existe. Euh, donc, euh, donc, je pense que voilà, ça m'a inspirée. Et puis, on va aussi dans le roman, un moment, sans trop spoiler, faire un détour par l'Espagne, par le désert d'Almeria, où j'étais allée il y a quelques années, qui est un endroit qui m'a vraiment frappé l'imagination. C'est un endroit extraordinaire où ont été tournés, par exemple, tous les westerns de Sergio Leone. Mm. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que ce lieu-là se retrouve dans ce roman, alors que ça se passe pas là et tout. Je sais pas, des fois on fait des connexions dans notre cerveau où on sait que les choses vont ensemble, même si on voit pas très bien le lien au début. Et donc, et finalement, c'était intéressant qu'elles partent, que les deux sœurs amants partent de Nice, partent de leur endroit d'enfance pour aller ailleurs, trouver cette autre personne. Je vais pas spoiler. Parce que c'est le moment aussi où justement elles prennent du recul, à la fois géographiquement et puis aussi mentalement sur plein de choses, où elles vont avoir un point de vue extérieur, puisque donc c'est la quête de leur mère, la quête du fantôme de leur mère, c'est ça toute l'histoire. Et elles vont avoir un nouveau point de vue sur qui était leur mère en partant loin. Et voilà, finalement, c'était intéressant qu'elles aillent dans un désert. Le désert, c'est aussi très symbolique de retraite, hein, quand on parle de retraite d'écriture ou de retraite spirituelle. Voilà, elles vont dans le désert voilà, pour prendre du recul sur les choses et repartir dans leur enquête après avec un nouveau point de vue. Puis apprendre à se connaître aussi. Ouais, Bah justement, leur mère. Comment tu as construit ce personnage, donc le personnage de leur mère qui s'appelle Carmine? Carmine. Euh,
Alors encore une fois, sur ce roman, les choses n'ont pas été très construites de manière très consciente et, euh, et construite tout simplement. Ça s'est fait de manière assez organique et un peu floue. Le personnage de Carmine, la toute première inspiration, alors c'est très ridicule, mais c'est la vérité, donc il faut le dire. C'était dans une anecdote d'une appli qui s'appelle Se coucher moins bête. Et c'était une anecdote c'est des toutes petites anecdotes de genre 3 lignes, à la chaîne, un peu une espèce de Twitter de l'anecdote insolite. Et cette anecdote racontait une femme, il me semble, dans un village inuit, qui était la dernière habitante de son village et qui du coup avait pris tous les rôles du village. Elle faisait tout. Elle était mère, elle était factrice, tous les rôles qu'on peut imaginer dans un village, c'était elle qui les faisait. Et ça m'avait frappé, quoi. Je m'étais dit, mais waouh, c'est complètement fou comme histoire. Et imagine si elle change vraiment d'identité à chaque fois qu'elle prend un nouveau rôle. Et c'est comme ça qu'est né ce personnage que j'ai imaginé, qui était la dernière habitante de son village en Provence et qui a 57 personnalités. Sauf que quand j'ai imaginé ce personnage-là, j'ai écrit un espèce de petit passage, mais il n'y avait aucun lien avec l'histoire que je commençais à avoir autour de Félicité. J'avais encore ailleurs des passages autour d'une sorcière qui vit dans une forêt, dans une maison un peu délabrée. Pareil, ça n'avait aucun lien. J'avais un autre passage encore écrit ailleurs sur les outre-noms, qui est quelque chose qu'on trouve dans le roman, donc qui est le nom, le vrai nom qui se cache dans votre nom. Tous ces trucs-là, en fait, étaient écrits, mais je sentais qu'ils allaient ensemble, mais je voyais pas encore le lien entre tout ça. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait, Carmine, ce personnage-là, avec toutes ses 57 personnalités, c'était la mère de Félicité, et que Agonie, la sorcière qui était là-haut, c'était la sœur de Félicité. Là, les choses ont commencé à vraiment prendre du sens, et c'est là vraiment que l'histoire a démarré. Alors, je fais une petite parenthèse. Bonsoir Loïc M4 et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Je les poserai à Chris. Pour rebondir du coup, toujours sur ce personnage de Carmine, est-ce que tu t'es renseigné suite à ton idée sur les troubles dissociatifs et leur fonctionnement ou Ouais, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit parce que je l'oublie souvent. Mais à la même période, je suis tombée dans le YouTube du TDI. Alors vraiment, je suivais notamment une youtubeuse atteinte de TDI. Et ça m'a aidé, alors à comprendre ce trouble, donc trouble dissociatif de l'identité, c'est de ce que j'en ai compris et de ce que disait en tout cas cette personne concernée. Suite à un traumatisme ou à une série de graves traumatismes dans l'enfance, le cerveau, en fait, la seule solution qu'il trouve pour survivre, c'est de dissocier. Donc c'est de se détacher de l'expérience qu'il est en train de vivre. Et à force de répétition comme ça crée carrément une vraie dissociation dans le cerveau et nous on pourrait appeler évidemment des différentes personnalités, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il l'exprime, qui vivent un peu de manière isolée à l'intérieur du corps, qui peuvent communiquer entre elles et tout, mais qui peuvent aussi prendre alternativement le contrôle du corps sans forcément laisser de souvenir à l'autre. Et il peut y avoir comme ça 2, 10, 50 personnalités. Et oui, voilà, ça m'a aidé de me renseigner là-dessus. Mais après, on reste dans le domaine du fantastique dans le roman. En tout cas, voilà, je savais qu'en écrivant ça, éventuellement, des personnes concernées par ce trouble pouvaient tomber dessus. Donc, je voulais pas non plus écrire de choses qui pouvaient être, totalement blessantes ou vraiment très mal renseignées sur ce qu'est ce trouble. Même si, encore une fois, on est dans le domaine du fantastique, donc c'est pas censé être représentatif de ce que vivent ces personnes. Mais voilà, Carmine, c'est clairement quelqu'un qui a subi des choses horribles, qui a, elle, à son tour, fait subir des choses horribles. Mais j'espère qu'il y a quand même à la fin une forme de rédemption de ce personnage, ou en tout cas une explication du fait que si elle a toutes ces personnalités, c'est parce que elle n'a jamais voulu en fait faire du mal. Elle a jamais été. Alors, elle a été un danger pour sa fille, mais en tant que mère toxique, tout simplement. Oui. Mais finalement, c'est à elle-même qu'elle a fait le plus de mal. De mère un peu trop possessive. Oui, il y a ses filles, parce que je pensais à Egonia en fait. Donc, si elle a appelé ses filles Félicité et Agonie, c'est que il y en a une qui est plus que l'autre. Donc oui, envers Agonie, elle est hyper maltraitante, alors qu'en Félicité,
elle est beaucoup plus douce, aimante, mais voilà, même dans un amour étouffant, qui n'est pas beaucoup plus bienfaisant non plus. Mais en fait, voilà, elle sait pas comment aimer, elle a jamais elle-même reçu d'amour, ce qu'on va découvrir petit à petit. Et donc oui, alors c'est sûr qu'après, encore une fois, dans un registre qui est pas tout à fait réaliste, on est obligé de pousser les curseurs pour la narration, de caricaturer, c'est pas le mot, mais en tout cas de mieux marquer les différences entre les personnalités, de marquer davantage l'impact de la maltraitance qu'elle-même a subie sur ce qu'elle va elle-même reporter sur ses filles. Mais voilà, en aucun cas, en tout cas, ça se veut un livre sur le TDI ou représentatif du vécu des personnes dans la vraie vie qui ont ce trouble. Merci beaucoup pour tes réponses. Je propose qu'on change encore de livre, même si il y a des questions qui parlent de différents livres. Euh, Si on passe à Porcelaine sous les ruines, que j'ai ici, qui est très beau, on Oui. voit très mal à la caméra, j'ai une très mauvaise caméra, et qui a une jaquette et une couverture. Pourquoi je vous montre la couverture? Euh, Elle a des références à l'intérieur du livre, références que je n'ai pas encore pu toutes découvrir. Est-ce que c'était une idée directement de la graphiste ou c'était une idée de toi, de l'éditeur? Alors, c'est l'illustratrice Cécilia Leroux, qui est aussi illustratrice de la couverture du Thé pour les fantômes. On a à nouveau fait appel à elle pour Porcelaine sous les ruines. Et c'est elle, elle est trop forte. Déjà, dans du Thé pour les fantômes, sur la couverture, donc ça fait une espèce de motif comme ça symétrique avec plein de petits détails. Sauf que quand on regarde bien, je peux aller le chercher si tu Non veux. mais en fait il est affiché sur le live, j'avais oublié. En fait, quand on regarde bien, c'est une fausse symétrie. Les deux côtés de la couverture ne sont pas exactement pareils. D'un côté, il y a des tasses entières, de l'autre, des tasses brisées. D'un côté, on va avoir des fleurs, de l'autre, des ronces. Et en fait, ça représente les deux sœurs. Et c'est elle, ça, l'idée vient totalement d'elle. Je lui avais fait un brief assez approfondi, plus sur l'ambiance qu'on voulait, sur l'atmosphère un peu de salon de thé, sur les thématiques, sur le fait qu'il fallait que ce soit à la fois un peu cosy, truc qu'on a envie de lire sous un plaid pendant qu'il pleut, mais en même temps, c'est pas le joli thé rose, la Jane Austen, roman entre guillemets féminin. Enfin, il y a quand même des thèmes hyper sombres, donc il fallait que ça se ressente aussi. Et je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, je le vois en salon, le livre, les gens, tout de suite, la couverture les attire. Et donc, c'est à nouveau elle qui a travaillé sur Porcelaine sous les ruines. Et là, pareil, on lui a refait un brief sur l'atmosphère, qui cette fois était beaucoup plus lumineuse malgré tout, sur l'omniprésence de la pluie, de la couleur blanche, sur les lieux aussi emblématiques du roman, et notamment la serre. C'est ce qu'elle a choisi de présenter sur la couverture. Voilà. Et puis tous ces petits symboles, voilà, elle les a glanés en fait dans des extraits du roman que je lui avais envoyé. Et elle a glissé aussi dans les pages de garde qui sont également illustrées des petits clins d'œil du Thé pour les fantômes. Donc je trouve ça J'essaie de excellent. mettre la serre, mais en fait, alors vous, chers viewers, ce que vous avez, c'est donc la couverture du Thé pour les fantômes, et malheureusement, vous avez la jaquette du livre de Porcelaine sous les ruines, donc vous n'avez pas toutes les références. Je vous invite à le feuilleter au moins en librairie, à le Il est prendre si vous avez envie de le lire. Ouais, vraiment, elle a fait un travail graphique qui est génial. Toute la jaquette est magnifique. Mm. Là, ce que tu as montré, la reliure avec tous ces petits détails, Ah oui. en plus d'une finesse avec le bleu métallisé, là, incroyable. Et même, ouais, encore une fois, à l'intérieur, les pages de garde aussi, c'est elle qui a choisi d'illustrer comme ça, qui a eu l'idée de cette espèce de cabinet de curiosité. Voilà. Et c'est trop beau. C'est magnifique. Félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé sur ces livres. Ouais. Pour revenir sur le récit. Donc on est en Irlande, on en a parlé. Euh, et on est aussi une romantaisie post-apo. Ce qui est un peu, enfin moi je trouve ça carrément original. Après j'ai pas une expérience en romantaisie qui est extrêmement développée non plus. Mais enfin à quel moment tu te dis bah ça va être euh, post-apocalyptique et quelles contraintes ça met sur ton récit? Alors, c'était plutôt libérateur, en fait. Comme je t'ai dit, mon inspiration principale, c'était les Bridgerton. Oui.
Sauf que vraiment, la flemme de faire 15 millions de recherches historiques pour être sûr que c'est le bon tissu de la robe, que c'est pas du coton, de la flanelle, et qu'à telle époque, à tel moment, on portait pas ça, et que le décolleté, il était ici et pas là. Enfin, vraiment, pas le temps et pas l'envie, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, en tout cas, quand j'écris. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai envie d'écrire une romance historique, mais juste pour la vibe historique, mais pas avec la cohérence qui va avec. Donc, je vais mettre ça dans un futur lointain. Et puis, on sera revenu à une époque voilà, qui ressemble à ce qu'on peut imaginer de Jane Austen, donc pré-industriel. Et donc, comme ça, je n'aurai pas les contraintes de l'historique, mais je pourrais faire un peu ce que je veux. J'aurais pu le mettre sur une autre planète, en fait, mais comme j'étais en Irlande et que, voilà, encore une fois, j'avais envie que ça se passe en Irlande, je dis, ben voilà, imaginons que ce soit l'Irlande dans quelques siècles, avec la montée des eaux, euh, parce que, euh, alors, il y a des années, j'avais fait un rêve. Dans mon rêve, la Terre était entièrement recouverte par les eaux. Et on vivait genre sur des espèces de trucs en pilotis. Et il y avait presque plus personne sur Terre. Et c'était paisible. Mais vraiment, je me suis jamais sentie aussi en paix de ma vie. Genre, dans ce rêve, j'y repense souvent, c'était ça y est, maintenant on peut vivre. Comme si d'un coup, tout le bruit, toute la pression, tout le espèce de rythme comme ça effréné du quotidien et tout avait disparu. Il n'y avait plus aucune attente. Et voilà, la vie pouvait commencer. Et j'ai voulu un peu remettre cette atmosphère-là dans le roman, en imaginant voilà, une terre qui était quasiment entièrement recouverte par les eaux. Il reste que quelques archipels. Et c'est ce qui est écrit à un moment, c'est que tous les bruits du monde se sont enfin taris. Et même si certains trouvent ce monde morne et un peu terne et ennuyeux et silencieux, au moins, on est en paix. Pour, en tout cas, sur Hibernia, là où se Oui, trouve Alba, parce que c'est pas le cas partout. non, bah c'est bien réussi pour l'instant. Moi, je trouve, je me suis vite immergée dans le roman et j'ai trouvé qu'on retrouve, enfin, on se rend vite compte de ta plume. Après, j'ai lu Du thé pour les fantômes, je l'ai lu début janvier, donc je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça. Mais je me suis vite dit, ah oui, je reviens un peu en terrain connu, dans une plume que je connais. Et enfin, Du thé pour les fantômes, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Donc je pense que c'est un livre qui va rester un peu dans le temps. J'ai une mémoire pour les livres qui est très mauvaise. En principe, je pense que dans un mois et demi, j'oublie l'histoire, mais je me souviens plus des émotions que ça m'a procuré. Et je pense que ça va rester dans le temps. Et du coup, en fait, si la plume me reprocure les émotions, je vais me remettre dedans, quoi. Mais voilà. C'est marrant que tu dises ça, et, parce que je les trouve quand même assez différents. Et en tout cas, je les ai écrits de manière très différente. Mais effectivement, bah, mon éditeur, par exemple, ou certains lecteurs me disent, ah, mais si, on reconnaît, mon éditeur me dit ta petite musique. Et ça me fait plaisir, ça me rassure. Ça veut dire que finalement, petit à petit, j'arrive à trouver mon style. Mais alors que pourtant, j'ai pas eu l'impression en l'écrivant de, de l'écrire de la même manière, avec les mêmes, je sais pas, avec la même Bah, ambition, c'est le mot, mais le même, la même attention au style. Tu vois, dans une romantaisie, on va moins s'attarder quand même sur le style. Ce qui va compter, ouais. c'est plus la romance en elle-même, l'univers et tout. Il faut que le style soit fluide, évidemment, sinon tout le reste est gâché. Mais on s'attend pas à ce que ce soit, entre guillemets, très bien écrit. Mm. Donc j'ai même un peu retenu les chevaux, tu vois, sur Porcelaine sous les roues. Et si tu pars dans des délires stylistiques comme dans Tu t'es pour les fantômes, tu vas perdre les lectrices, elles sont pas là pour ça. Mais du coup, qu'on reconnaisse quand même en fil rouge un peu ma patte, bah, ça me fait plaisir. Bah, très franchement, moi, pas la première ligne, mais au moins la première page, j'ai eu un peu ce sentiment de me dire, ah, mais je me replonge dans une plume que je connais. Et des fois, on a envie de découvrir. Juste avant, j'ai lu deux, trois livres d'auteurs. C'était le premier livre que je lisais d'eux. Et donc, ça m'a fait du bien de retourner, comme ça, et de me sentir. Mais bon. Après, je pense que parfois, au-delà d'un style, dans le sens de la manière dont les mots sont agencés, c'est peut-être une ambiance qu'on Oui. installe et qui est un peu la couleur de notre âme en tant qu'auteur et qu'on instille comme ça, qu'on infuse dans le récit. Et là, je pense que c'est peut-être le côté un peu mélancolique que tu Alors, as dû. le côté mélancolique, sans doute. Je suis d'accord avec toi que c'est plus une ambiance parce que c'est vrai que les styles des deux romans sont très différents. La façon dont les personnages s'expriment. Visiblement, ce soir, j'y arriverai pas. C'est très différent, mais oui, ça doit être l'ambiance. Et puis, il y a, je pense qu'il y a une manière peut-être aussi d'aborder les choses. Un angle, un point de vue
qui est pas forcément dans le style, mais dans la, je sais pas, peut-être que j'analyse trop inconsciemment, mais et qui t'amène et que tu te dis ah bah c'est cette manière-là, c'est cette manière de penser de l'autrice ou de l'auteur. Et ça me l'avait fait avec une autre autrice que j'avais interviewée, c'était Floriane Soula, et c'était pareil, en fait, mais c'était des enquêtes à chaque fois, mais je voyais exactement comment elle arrivait à mener son récit, etc. Et je me disais, bah là, je sais où ça me porte et je sais qu'elle écrit bien et ça va, tu vois. Hmm. C'est trop intéressant ce que tu dis. Bah, d'ailleurs, ce vendredi là, à 11h au festival Sirène à Rennes, j'ai une table ronde sur justement comment trouver son style d'écrivain. Donc bah, il va falloir que je trouve une réponse en live. Mais intéressant comme discussion du coup, ouais, de se dire c'est pas que les mots, c'est l'ambiance, c'est l'angle, effectivement, le point de vue que tu apportes sur les choses, la manière dont tu construis ton récit. Tout ça, ça fait un style, quoi. Et donc, tu as parlé, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui m'a fait rire un peu, je sais plus si tu as dit tu infuses tes idées. Ouais. Donc, donc infuser, donc il y a beaucoup d'infusions justement dans tes romans. Je pense que Ouais. c'est un thème qui revient. Le thé, pourquoi le thé? Pourquoi est-ce que tu bois du thé quand tu écris? Est-ce que tu aimes juste le thé? Et et question que j'ai oublié de poser dans du thé pour les fantômes, est-ce que tu as essayé de reproduire certains thés De reproduire certains thés? de Félicité? Ah, non, j'en serais bien incapable. Euh, mais pour les deux premières questions, oui, oui, j'aime le thé, oui, j'en bois quand j'écris, j'en bois quand je travaille, tout le temps. Je pense que pour la plupart, c'est peut-être le simple fait de tenir une tasse chaude. C'est un espèce de petit rituel, quoi, où tu choisis ton thé, tu sens l'odeur, tu verses l'eau chaude, t'attends que ça infuse, tu verses dans ta tasse, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des sensations, il y a plein de choses qui font une espèce de rituel sensoriel pour me mettre dans une forme de concentration. Je trouve que le thé, c'est dans tout ça, en fait, dans tout ce qui permet, quand tu le prends avec quelqu'un, c'est pas un café. C'est pas un truc que tu peux boire vite fait en 2 minutes et puis après on s'en va. Il y a besoin de se poser. Et je trouve que ça crée souvent une espèce de bulle, quoi. Un truc qui est propice à la conversation, à l'échange, un truc plus intime. Et c'est ça que j'ai poussé, en fait. J'ai poussé les curseurs de ça dans Du thé pour les fantômes, puisque Félicité, LCT, ils font carrément dire la vérité aux gens. Et elles l'utilisent comme ça. Aux vivants comme aux morts, d'ailleurs. Et, euh, et oui, je trouve qu'il y a aussi tout un imaginaire en tant que lecteur de lire son livre au chaud pendant qu'il pleut dehors avec un thé. Ça fait partie de la panoplie, on va dire, du fantasme. Et donc c'est ça que j'ai réutilisé dans Porcelaine sous les ruines. Euh, Parce que encore une fois, j'avais peu de temps pour l'écrire et en même temps, je voulais vraiment mettre de moi dedans. Et donc, je sortais de l'écriture du thé pour les fantômes et c'était encore là en moi. C'était encore infusé. Il restait un petit fond de théière. Et donc, je l'ai mis dans Porcelaine sous les ruines. Parce que voilà, dans ce monde couvert par les eaux où il pleuvait tout le temps, il fallait aussi apporter un peu de douceur, un peu de chaleur. Et je trouvais que le thé aussi, voilà, c'est une référence, je trouve, où on est plein de lecteurs à aimer ça et à comprendre tout de suite dans quelle atmosphère ça nous amène. Donc, quand on dit ton héroïne, elle va prendre un livre et un thé, c'est bon, t'as pas besoin qu'on te décrive beaucoup plus la scène, t'as compris. Et bah, justement, donc Porcelaine sous les ruines, t'as eu peu de temps pour le mettre dedans, à la romantaisie. Et comment tu t'es approprié les codes un peu de ce genre? Comment tu as fait pour y mettre à ta sauce? Et en même temps, en donnant un peu, en répondant aux attentes finalement, parce que c'est un genre qui a des attentes de la part des lectrices. Ben, j'en ai pas mal lu. Alors moi, à la base, j'ai beaucoup lu, moins maintenant, mais de romans historiques. Bah, justement, suite aux Bridgerton, il m'en fallait encore, donc j'ai lu les Bridgerton et j'ai lu d'autres autrices qui écrivent dans le même genre, qui sont même meilleures, parce que je trouve que la série Netflix est incroyable, mais les livres, beaucoup moins. Euh, et donc voilà, j'ai lu beaucoup de ça, donc c'est vraiment plutôt là que j'ai pris mes codes. J'ai lu aussi voilà, pas mal, quelques best-sellers de romantasy pour voir quand même de quoi il s'agissait, voir un peu quels étaient les thèmes qui revenaient, l'ambiance, etc. Et clairement, moi, j'ai pas écrit une romantasy classique dans le sens où je trouve souvent les romantaisies, elles ont un côté un peu dark. Et moi, je suis pas très fan de romantasy. Je trouve que bien souvent, pas toutes, parce qu'encore une fois, j'en ai lu qu'un échantillon, mais celles que j'ai lues se prenaient très au sérieux.
C'est voilà, attention, je vais te mettre mon couteau sous la gorge, et puis après, en fait, on va être ennemis, et puis tout est très intense. Il y a un côté très parfois adolescent de tout est fois mille, quoi. On se déteste jusqu'à la mort, et puis on s'aime jusqu'à la mort, et puis il n'y a pas de second degré, il n'y a pas un peu de recul sur soi. Alors, je trouve que dans la romance historique, ça, on a beaucoup plus. C'est un genre qui est beaucoup plus adulte, en fait, qui est moins young adulte, et où les autrices jouent beaucoup avec la lectrice, avec plein de petits clins d'œil sur justement les clichés, où on sait que c'est ce que t'attends, mais regarde, je vais te le donner, mais là non. Où il y a beaucoup plus d'humour, beaucoup plus voilà, de second degré et de on se prend pas trop au sérieux. Moi, ça me parlait beaucoup plus. Et après, ce que j'ai fait pour vraiment créer une romance, alors que j'en avais jamais écrite, qui tienne la route, c'est que j'ai pris 2 récits qui correspondaient à ce que je voulais écrire en termes de structure, donc c'est-à-dire Enemies to Lovers, et j'ai décortiqué. J'ai vraiment fait une espèce d'analyse comme ça de texte, de scénario, pour comprendre comment elle fonctionnait. Donc j'ai pris le tome 2 des Bridgerton, donc la saison 2, Kate et Anthony, voilà, qui est une espèce de Enemies ou To Lovers ou Rivals to Lovers. Et j'ai pris la saison 1 de Grace et Frankie, qui est une série Netflix, je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est une série, alors c'est pas Enemies to Lovers, c'est Enemies to Friends. Le pitch, c'est 2 couples quasiment retraités. En fait, les 2 hommes sont associés depuis des décennies dans la même boîte. Et donc, les 2 couples passent toutes leurs vacances, leurs week-ends, leurs soirées ensemble et tout. Sauf que les 2 femmes peuvent pas se saquer, c'est les opposés l'une de l'autre. Il y en a une, c'est vraiment la grande bourgeoise, hyper chic, élégante. Et l'autre, c'est la hippie de base. Et donc, vraiment, elles sont plus opposées, tu peux pas. Et ça y est, leurs 2 maris prennent leur retraite. Donc, c'est le dîner où ils annoncent qu'ils prennent leur retraite et tout. Et puis, ils se tournent vers leurs épouses et ils leur disent eh ben, en fait, on vous quitte puisque ça fait 30 ans qu'on est en couple tous les 2 et voilà, on se casse. Et donc, les 2 épouses se retrouvent complètement prises au dépourvu et obligées, pour plusieurs raisons, de se mettre en coloc. Et donc, on peut imaginer les étincelles que ça crée de personnalités aussi opposées. Mais en fait, au fur et à mesure des épisodes de la première saison, elle crée une amitié qui est vraiment très, très belle à voir évoluer. Et donc, voilà, j'ai pris cette première saison, j'ai pris la saison 2 de Bridgerton et le livre surtout. Et vraiment, étape par étape, je me suis dit, OK, par quel pivot de la relation est-ce que ça passe à chaque fois pour faire évoluer l'une, évoluer l'autre, pour faire évoluer la relation, pour pas qu'on ait l'impression que d'un coup ils se détestent et puis, oh tiens, en fait, il est trop beau et hop, on s'aime, tu vois, et que ça se finisse comme ça. Ou que, au contraire, ça traîne pendant les 80% du roman et d'un coup un déclic. Donc voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces 2 récits, il y avait pas mal d'étapes en commun. J'avais dégagé, je crois, en gros, 12 étapes clés qu'il fallait vraiment pas rater. Alors après, ça m'a pas suffi. C'était pas maintenant c'est bon, j'ai le template, il suffit d'y aller. Il fallait que je vois comment moi, dans mon histoire, j'allais mettre en place ces pivots. Oui. Mais voilà, ça m'a aidé en tout cas à écrire une romance qui sorte pas complètement de nulle part et qui tienne la route en termes d'évolution et de rythme. Ok. Je te propose qu'on passe à d'autres parts de ta relation à l'écriture et au monde du livre. D'abord, tu as créé un podcast avec 5 autres autrices. Non, vous êtes 5 en tout, 4 autres autrices. Donc, qui s'appelle le club où on discute d'écriture sans filtre, qui sort Ouais. un épisode par mois. Comment vous êtes réunis pour lancer ce podcast? Vous en parlez un peu dans l'épisode 0, mais comment l'idée est venue? Pourquoi un podcast maintenant? Enfin, Ouais, alors en fait, c'est mes 4 amis depuis maintenant 10 ans. Oh, ça fait 10 ans cette année qu'on se connaît. On s'est toutes rencontrées pendant notre stage de fin d'études en maison d'édition. On était dans l'open space des stagiaires. Et voilà, on est resté amis depuis. Et comme on écrit toutes de différentes manières, voilà, à différents niveaux, certaines qui sont publiées, d'autres pas, d'autres qui s'auto-éditent, voilà. D'autres, ouais. On a Marie Caillé, par exemple, qui a écrit des dizaines de romans publiés. Laetitia et moi qui sommes plus jeunes autrices publiées, on va dire. Et puis Laure et Léa qui, elles, sont plus dans de la fanfiction, notamment. Et donc voilà, on a toujours plein de discussions autour de l'écriture quand on se retrouve. On a des échanges très riches.
c'est toujours hyper utile à la fois d'avoir ses vis-à-vis quand on se pose des questions sur l'écriture, de pouvoir poser nos questions, éventuellement faire relire nos textes, dire quand on galère, être là aussi pour les autres et poser les bonnes questions quand elles ont besoin. Et quand je suis partie habiter en Irlande justement pendant 1 an, je me suis dit j'ai pas envie de perdre mes copines, donc ça me semblait une bonne idée de fixer en quelque sorte une visio par mois pour être sûr qu'on discute et tant qu'à faire, d'utiliser ça pour continuer à avoir une discussion sur l'écriture et en faire profiter d'autres, parce que je trouvais ça tellement génial d'avoir ce groupe d'écriture en fait, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui sont plutôt seuls dans la pratique d'écriture, qui n'ont pas forcément ces vis-à-vis, et je me suis dit faisons vivre ça par procuration à d'autres personnes qui en auraient besoin, et voilà, invitons-les en fait en quelque sorte à rejoindre notre groupe. Et donc voilà, je leur ai proposé ça. C'était au printemps, il y a déjà 2 ans. Et voilà, elles ont toutes dit oui. Et donc, on a lancé le podcast comme ça. Félicitations. En tout cas, c'est un podcast qui aborde beaucoup de thèmes, beaucoup de questions je pense que les autoristes se posent. J'ai mis le lien dans le chat. Je mettrai le lien dans la description de la rediffusion. Comment vous choisissez les thèmes? Est-ce que vous les choisissez beaucoup à l'avance? Est-ce que vous les choisissez Si seulement on avait autant d'organisation que ça. Non, en général, c'est quelques jours avant l'épisode, je leur envoie un message sur notre groupe Messenger, je leur dis « Les filles, vous avez une idée ?» Alors au début, on a quand même fait une liste de tous les sujets qu'on avait envie d'aborder, on les a épuisés un peu petit à petit. En discutant, il y a des thèmes parfois qui se dégagent. On se dit « Ah mais oui, la prochaine fois, il faut qu'on approfondisse ce point parce que là, dans un épisode, on n'aura pas le temps de le creuser. » Parfois, c'est des auditeurs qui nous posent des questions, que ce soit dans les commentaires des vidéos YouTube, que ce soit par Instagram, par exemple. Ou alors, des fois, c'est juste l'une d'entre nous qui dit en ce moment, je me pose vraiment cette question, je suis en plein là-dedans. Par exemple, en ce moment, Laetitia est en train de choisir le titre pour son prochain roman à paraître. Et c'est beaucoup de discussions avec la maison d'édition. Ça faisait partie des sujets qu'on avait déjà évoqués. Là, on s'est dit, allons-y, faisons-le maintenant. Parce que ça nous aide, nous aussi, en fait, d'en discuter en épisode. On est là, on s'écoute les unes les autres, on s'apporte les unes aux autres. On n'est pas du tout là pour faire une espèce de cours magistral sur ce que nous, on sait. Même si on a une expérience qui peut, je pense, être utile aux auditeurs, je pense notamment à Laure, qui est directrice commerciale et marketing dans une maison d'édition. C'est hyper utile de comprendre aussi ce point de vue-là. Qu'est-ce qui est attendu du point de vue marketing d'une maison d'édition, notamment autour de la question du titre, par exemple. Mais voilà, en tout cas, c'est un truc très horizontal où on est en partage d'expérience, en fait, partage de questionnement, plutôt que apporter comme ça un truc vertical. Et donc, toujours lié à l'écriture, mais donc, en plus de ton podcast et de ton travail d'écriture et de ton métier sans doute que tu as à côté, tu t'es lancé dans la traduction. Oui, je suis aussi en freelance à côté, je fais de la rédaction web et newsletter. Et effectivement, maintenant, je fais aussi de la traduction. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change très vaste. puisque je n'ai pas le temps d'écrire en ce moment. Clairement, ça change déjà ça. Entre deux traductions, j'espère avoir le temps de me remettre à écrire. Mais la traduction, c'était vraiment mon métier de cœur. C'était ce que je voulais faire depuis très longtemps. Quand j'étais plus jeune, en prépa, je voulais vraiment devenir traductrice. Et dans mes moments de temps libre, je passais, attention, grosse geek en perspective, je passais mon temps sur un forum de traducteurs professionnels auquel je n'appartenais même pas puisque c'était réservé aux pros. Donc j'étais vraiment juste là en espionne, j'avais même pas de pseudo, de compte pour me connecter. Et je lisais juste les échanges, les messages entre les traducteurs pros qui lançaient des fils de conversation comme ça pour dire coucou, j'ai du mal à traduire telle expression, et qui discutaient, débattaient et tout pour voir quelle était la meilleure traduction possible. Et ça me fascinait, ça me passionnait, j'adorais ça. Mais le problème, c'était que pour devenir vraiment traductrice littéraire, déjà, c'était très clair qu'il y avait peu de débouchés, que en faisant des études de traduction, tu allais plus te retrouver à traduire des modes d'emploi d'aspirateurs, des textes de loi que des romans. Or, moi, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et surtout aujourd'hui, quand on voit avec l'IA, je pense que les traducteurs ont beaucoup de soucis à se faire, malheureusement. Plus que les traducteurs littéraires, il me semble, même s'il y a aussi du souci à se faire. Mais voilà, du coup, et puis en plus, il y avait un côté assez élitiste dans le monde des études en traduction, puisque en gros, soit tu partais à la fac et là, bon, t'avais encore moins de chance, quoi.
soit aller en école vraiment de traduction littéraire, et celle qui valait vraiment le coup, il fallait avoir vécu, je crois, 1 ou 2 ans dans le pays de la langue que tu voulais traduire. Or, voilà, merci, moi je viens d'Antibes, je fais pas des parents américains qui ont pu m'amener pendant 2 ans, je sais pas où. Donc voilà, j'ai laissé tomber, et je me suis dit, bah, tant pis, je ferai ça sur mon temps libre, même de manière bénévole pour d'autres choses. Euh, mais voilà, ça m'est resté dans un coin de la tête. Et quand je suis partie vivre 1 an en Irlande, j'avais quand même ça un petit peu dans un coin de ma tête. Parce que finalement, en Irlande, j'ai pas tant amélioré mon niveau d'anglais que ça. Je veux dire, il était déjà bon avant, alors c'était plus de l'immersion, mais voilà. Mais c'est surtout que ça fait un peu une espèce de cachet sur ma carte de visite de c'est bon, elle a vécu dans un pays anglophone, donc ça rassure en fait sur le fait qu'elle sait parler anglais. Maintenant, en plus, a priori, on sait que je sais à peu près écrire français. Et donc, voilà. Donc j'ai dit à mon éditeur, ah, mais tu lances une nouvelle collection, bah écoute, si tu as besoin de traducteurs, je suis là. Je lui ai expliqué ça, quoi, que moi j'ai toujours voulu faire ça et que bah, s'il voulait me faire faire un test et tout, il n'y avait pas de souci. Et ayant une confiance en moi bien plus grande que ce qu'il devrait pour son propre bien-être, il m'a dit, vas-y, je te confie une traduction sans même me faire faire de tests. Donc ça m'a mis une énorme pression. Enfin, lui m'a mis une énorme pression, mais moi, je me suis mis une énorme pression. Et c'est génial. Et j'ai tout de suite retrouvé ce plaisir extraordinaire à traduire. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Écoute, pour l'instant, les premiers retours, on ne parle pas de la traduction. Tant qu'on n'en parle pas, c'est elle est bonne. Si on commence à en parler, c'est qu'a priori, on la voit et que donc Oui. elle s'interpose un peu entre le texte d'origine et le lecteur. Donc le roman en question, c'est Glass, qui est le premier tome de la trilogie des Glaces de Stacey McEwan, une autrice australienne. Donc une romantaisie, pour le coup, un peu 18+, quoi. Très intéressant à traduire d'ailleurs, les scènes de Smut. Très technique. Et voilà, donc c'est un roman qui paraît le 11 avril, donc après-demain, aux éditions Olympe. Bah, je le mettrai aussi en lien, au moins sur la rediff. Là, je vais le mettre en lien si j'arrive à le trouver. Je l'ai trouvé. Et est-ce que tu préfères traduire ou écrire? Est-ce que t'as une préférence? T'es pas obligé de choisir. En fait, c'est beaucoup plus facile de traduire parce que Hmm. ben, tu as déjà un texte, tu as déjà une matière et à travailler. Tu pars pas d'une feuille blanche. Ça va moins puiser dans tes ressources les plus profondes et extrêmes, on va dire. Et en plus, ça représente la partie de l'écriture que moi je préfère, qui est ben voilà, la toute dernière réécriture, quand on va vraiment travailler sur les mots, en fait. Quelqu'un a déjà fait tout le travail relou avant, une narration, un univers, une nana. Et moi, j'ai plus qu'à créer les mots, même si je les crée pas vraiment, puisque je suis censée retranscrire ceux de l'auteur, mais malgré tout, ça reste de la création. Donc j'adore ça. J'adore me prendre la tête sur voilà, telle expression, mais oui, mais en fait, elle a mis une allitération, et en même temps, c'est hyper dense. En français, si je veux dire exactement la même chose, je dois utiliser 3 fois plus de mots et je perds le rythme. Alors est-ce que je choisis plutôt le rythme, plutôt l'allitération, plutôt le machin? Voilà. J'essaye de trouver vraiment le truc qui colle le plus. J'adore faire ça. Vraiment le travail sur la langue, en fait, tout simplement. C'est ce qui me plaît le plus dans l'écriture. Mais en même temps, écrire, c'est... Ouais, encore une fois, ça vient du plus profond de moi. Donc, si j'avais pas ça, je sais pas comment je ferais, quoi. J'imploserais, je pense. C'est plus une forme de... C'est J'aime un pas trop besoin. dire ça. Comment? C'est un besoin. Bah, d'un côté, oui, mais en même temps, j'aime pas trop dire ça. Enfin, j'entends souvent des écrivains dire, en gros, si écrire n'est pas une nécessité vitale pour vous, ben n'écrivez pas. Merci, je survis très bien sans écrire malgré tout, tu vois. Je veux dire, en descendant d'un étage, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui se prennent des bombes. Je pense ils aimeraient bien pouvoir se dire, écrire est une nécessité vitale. Non, calmons-nous. Mais en attendant, sur le plan, on va dire peut-être plus, voilà, psychologique et de l'épanouissement, tout en haut de la pyramide des besoins, oui, ça fait partie de mes besoins et de mon expression personnelle beaucoup plus que la traduction. On va dire traduire est plus agréable et moins éprouvant, mais écrire est plus gratifiant sur le long terme. Eh ben, en tout cas, c'est hyper enrichissant. Euh, je- Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Moi, Merci pour l'invitation et merci pour toutes les questions. moi, j'ai fini avec mes questions et on a des questions dans le chat. Ok. Donc, on a, alors, Brynhild, je suis désolée si je prononce mal le pseudo.
qui nous a écrit deux petits messages avec des questions. Bonsoir, je viens de terminer du thé pour les fantômes et j'ai beaucoup aimé le style. On sent que Christ est une amoureuse des mots. J'aimerais savoir si elle porte de l'importance à la structure de ses phrases lors de ses premiers jets ou si c'est dans ses corrections qu'elle peaufine son texte. Est-ce que son fonctionnement d'écriture a évolué entre ces trois livres? Merci. Et il y a une autre salle de questions de la même personne, mais je te laisse déjà répondre à ça. Sinon, je vais oublier. Merci déjà, ça me fait super plaisir que tu aies aimé. Alors, j'essaye de ne pas trop porter attention dans mon premier jet à ça, parce que sinon, c'est pour ça que je suis lente en fait. C'est parce que j'ai envie d'écrire la phrase qui sonne bien dès le premier jet. Or, c'est le meilleur moyen de jamais arriver au bout. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que ça coule le plus possible, même si c'est un peu moche au premier jet. Et ensuite, à la réécriture, je vais y faire beaucoup plus attention. Je vais faire attention beaucoup à la manière dont ça sonne. Je marche beaucoup à l'oreille. Donc, ouais, au rythme. Je suis très, très, très psychorigide sur mon nombre de syllabes. À certains moments, je trouve qu'il faut que ça sonne et qu'il faut qu'il y ait un rythme. Il faut que ça fasse ta 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 ta. Et s'il manque une syllabe, ben, le rythme est plus bon avec mes E muets et compagnie. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas écouter la version audio de ce roman, alors que je sais qu'elle est géniale, que tout le monde me l'a dit et que j'en suis persuadée parce que la comédienne qui l'a faite est géniale. Mais moi, je peux pas parce que je sais qu'elle va pas dire mes E muets, qu'elle va pas dire les rythmes que moi j'avais dans ma tête en écrivant et que ça va me frustrer. Et c'était quoi? Oui, est-ce que j'ai changé de fonctionnement d'écriture entre les trois romans? Comme j'expliquais un peu plus tôt, oui, j'ai mis déjà de moins en moins de temps quand même à les écrire pour différentes raisons. Je suis passée plus d'un côté très très architecte à un côté plus jardinier où j'essaye de me laisser porter au début par mes idées, de voir, comme je disais, d'avoir un peu des fragments comme ça, un peu épars, où j'essaye de voir petit à petit pourquoi dans ma tête j'ai l'impression qu'ils vont ensemble, pourquoi mon cerveau me dit mais si, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir, t'inquiète, en fait ils ont à voir, et de créer des liens, et de faire des allers-retours entre improviser, quand je commence à me taper contre un mur, restructurer, pouvoir un peu anticiper les prochaines étapes, repartir dans de l'impro, etc. Et sur le style, je sais pas, j'espère que j'ai évolué. Après, il y a ce côté aussi, comme je disais pour Porcelaine, où j'ai dû l'écrire tellement vite que justement, je pense que j'ai pas eu d'autre choix que de me laisser porter par ma propre écriture. Et en relisant des extraits l'autre fois, je les relis pas pour moi, pour me dire voilà, je me relis jamais. J'avais fait un truc sur Instagram où je proposais aux gens de me donner un numéro de page et je leur donnais un extrait. Donc j'ai rouvert le livre et je trouvais vraiment que la fin était mieux écrite que le début parce que je pense que je l'ai écrite plus vite. Et que justement, je me suis moins pris la tête sur le style, machin, et qu'en fait, tout simplement, ma voix spontanée a pris le dessus. Et je pense que c'est là, dans ce lâcher-prise, que le style d'un auteur émerge. Donc pour les autres questions, également, comment as-tu géré ta motivation sur 10 ans d'écriture pour ton premier roman? Et comment ne pas se démotiver sur une aussi longue période? Franchement, n'écrivez pas un livre sur 10 ans, ce n'est pas possible. En fait, je dis que j'ai écrit un livre sur 10 ans, mais il a tellement changé en 10 ans que c'était des livres différents. Enfin, rien à voir entre mes premiers jets, mais vraiment rien. C'était de la jeunesse un peu rigolote à la Harry Potter. À la fin, on est sur du Game of Thrones avec des gens qui se font démembrer. Enfin, vraiment, rien à voir. Et non, il faut pas faire ça, vraiment. Non, mais en fait, je pense même que c'est problématique. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que tu écris le même livre et que tu es toujours dessus, que tu n'arrives pas à le terminer, il y a un problème. C'est-à-dire que soit t'es trop perfectionniste et t'arrives pas à avancer, t'as tellement peur de l'échec que ça te paralyse, soit tu t'es enfoncé dans une voie qui est pas la bonne. Enfin, je sais pas, moi je me dis, ça devrait pas mettre 10 ans à écrire un roman. Enfin, après, il y a des auteurs, je sais pas, je pense à Donna Tartt par exemple, qui écrit un roman tous les 10 ans, mais elle a le time, elle a que ça à faire, je veux dire, c'est son boulot à plein temps. Quand c'est ton premier roman, que tu sais pas où ça va mener derrière, que tu sais pas si ça va être publié et que tu dédies 10 ans de ta vie à un projet, enfin, je sais pas, je me dis, c'est normal en fait de perdre la motivation, c'est normal de plus avoir envie, et c'est normal de détester à un moment son histoire, et même de se poser la question, genre, est-ce que je suis en train de perdre mon temps en fait? Et je pense que ça vaut le coup à un moment de se poser, de dire, ok, est-ce que ce projet-là, et de pas avoir cette espèce de biais d'engagement.
C'est ça en fait le problème. C'est qu'on a souvent un biais d'engagement où on a déjà mis tellement de soi, tellement de temps dans un projet qu'au final, on se rend pas compte que parfois, alors parfois, hein, je sais pas, je connais pas les situations et tout, mais parfois, il vaut mieux abandonner. Je sais pas, c'est comme quand tu sais, t'as réservé ce week-end au ski il y a 6 mois, t'as payé tes 200 balles pour ton week-end et en fait, la veille, t'es malade, t'as pas envie d'y aller, t'as ta voiture qui est tombée en panne, faudrait vraiment plus que tu l'emmènes chez le garagiste, que t'ailles au ski et tout. Mais t'as payé tes 200 €, donc tu y vas quand même, tu vas passer un week-end pourri, mais t'as payé tes 200 €, donc tu vas. Et du coup, en fait, en plus de tes 200 € que t'as perdu, tu vas en plus perdre un week-end parce que tu vas le passer vraiment au plus bas. Alors que tu pourrais très bien te dire, j'ai payé mes 200 €, mais je vais passer un meilleur week-end, je vais tant pis pas faire ça et faire autre chose. Et voilà, ce biais d'engagement est là, il y a ce côté où t'as mis tellement de temps et d'énergie et tout dans un projet que peut-être des fois on n'est plus capable de voir qu'il est un peu voué à l'échec ou alors qu'il faut juste le laisser reposer, passer à un autre projet, et plus tard revenir dessus et se dire, avec du recul, bah oui, en fait, attends, c'est normal que j'y arrivais plus parce qu'il y avait ça qui allait pas, et qu'avec le recul, t'as progressé, t'as lu d'autres choses, t'as écrit d'autres choses, et puis juste t'as pris du recul, quoi. Tu as oublié un peu ce que t'as écrit, tu le relis comme si c'était le texte de quelqu'un d'autre, et tu peux avoir une distance beaucoup plus rationnelle dessus, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Moi, j'attends de voir s'il y a un petit autre retour du chat. Concernant la disponibilité audio il y a du thé pour les fantômes. Est-ce que les deux autres ont... Non, Attends, c'est le seul. non, c'est le seul. Et j'ai vu qu'il était disponible sur donc Kindle, Amazon et Google Play en audio. Ouais, c'est la maison d'édition audio qu'il a fait, c'est Écouter Lire, qui est la maison audio de Gallimard. Mais normalement, ouais, c'est distribué un peu partout. Ok. Bah écoute, je vais faire la conclusion. Si on a une question qui s'ajoute, je la dirai. Enfin, si elle est pas trop longue, je la dirai. Euh, et je te proposerai de finir sur une question juste après cet outro. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec Merci à toute l'équipe de Gallimard bah, pour ses livres, pour les visuels de communication. Enfin, c'est moi qui ai fait les visuels, mais pour m'avoir envoyé les couvertures HD. Toutes les maisons ne répondent pas toujours. Euh, vous pourrez retrouver les réseaux de Chris sur YouTube. Vous pourrez tout retrouver dans la description. Je vais essayer de mettre les références qu'on a abordées. Et je vais mettre donc le podcast, le lien bah, pour acheter les livres comme d'habitude, et les réseaux de Chris. Euh, pour vous, je suis en train d'aller vous chercher les réseaux de Chris. Tu préfères qu'on... Enfin, j'allais mettre ton Instagram? C'est... Ok, voilà. Euh, côté... n'hésitez pas à nous suivre pour de prochaines interviews. Le prochain, c'est la semaine prochaine. C'est le 19 avril avec Romain Delplanque pour son livre La ville au plafond de verre. Et donc, on essaie d'en faire deux par mois à peu près, euh, selon les disponibilités des auteurs. Pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et merci de votre écoute. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Je vois pas de questions dans le chat. Donc, ma petite question de fin, euh, plus ou moins longue selon toi, c'est est-ce que tu voudrais revenir dans un de tes univers? Ah, est-ce que je voudrais réécrire un nouveau texte dans un de mes univers? Hmm. Euh, hmm, Peut-être dans Porcelaine sous les ruines. À voir. À voir dans quelle partie de cet univers et à voir avec quel personnage. Mais je me ferme pas totalement la porte. C'est pas prévu tout de suite. J'ai genre 3 ou 4 autres projets avant. Mais c'est possible. Bah écoutez, merci à tous, et puis ben, on va couper le stream. Salut, merci tout le monde.